Nous repartons vers le sud et l'ouest dans l'Amérique de Bleu Eldorado avec Laurence Fontaine et ses héros. Nous étions donc en train d'évoquer ce parcours au point de road movie. De road movie. Au point de départ, il voulait partir plutôt vers le sud, mais très vite, en fait, c'est l'ouest, c'est le mythe, c'est l'ouest, en fait. La Californie. Oui, alors l'intérêt de la voiture et du paysage aussi qui va commencer à s'imposer comme étant le personnage principal. Un élément extérieur mais essentiel de l'intrigue. C'est aussi de permettre de créer un double jeu en quelque sorte entre le trajet qui se fait à l'extérieur, qui est un trajet comme vous le dites vers le sud-ouest des États-Unis, donc la Californie, mais en même temps il y a une sorte de microcosme qui se crée, qui est à l'intérieur de l'habitacle du véhicule et qui va confronter trois personnages. Et ces trois personnages, alors les deux dont on a parlé sont Bob et Kate, sont les deux jeunes, et ils sont conduits donc par un personnage mystérieux qui donne pas son nom d'abord, il donne un faux nom. Il donne un faux nom, voilà. Un surnom. Et ce personnage est plus âgé et surtout il représente symboliquement un petit peu toute la période ancienne de l'Amérique, mais aussi la période de sa prospérité, la période de sa richesse. Il est très riche. Apparemment, il a l'argent, le coule à flot. Il n'a pas à se soucier du lendemain, effectivement. Voilà. Il a une vingtaine de cartes de crédit, des choses comme ça. Il leur fait très vite. Il leur fait très vite des cadeaux somptueux. Il les loge, il paie le restaurant. Oui, alors comme on est dans une période de crise, évidemment, les deux personnages qui sont habitués plutôt à être qui ont un rapport à l'argent parce que le rapport à l'argent de l'Amérique a justement entre-temps évolué. Donc ils n'ont pas du tout ni le même rapport à la vie, ni le même rapport à l'argent, ni le même rapport à la mort d'ailleurs. Un peu tout. Tout est. D'ailleurs, si on parle de la mort, il découvre tout un moment dans la boîte à gants, il y a un revolver. Oui, alors bien sûr, le lefty en question est justement une personne du Sud, donc il représente aussi tout ce que les jeunes New-Yorkais peuvent craindre, parce qu'eux, ils ont vécu dans un milieu urbain qui est un milieu très policé, et tout d'un coup, ils se retrouvent face justement à cette Amérique-là qui brandit son revolver à toute occasion et qui semble n'avoir pour moralité que celle justement des pionniers de la force et du rapport de force et du rapport de volonté qui fait qu'ils sont complètement sous sa coupe, mais en même temps ils sont fascinés et avec un effet de répulsion, un peu des deux. Et ils en ont besoin en même temps, parce que ce type va leur permettre d'aller où ils veulent aller. Voilà, parce que quelquefois on se dit, les personnages pourraient descendre après tout, si le danger est là, ils pourraient descendre, mais là, ils n'ont pas le choix, comme on l'a dit au début. Ils ont essayé de descendre parfois, ça a tourné très mal. Ça marche pas. Ils ont tourné ça à une histoire, il y a des aventures atroces. Donc ils sont obligés de rester. Ils sont obligés, parce que Lefty les protège, en fin de compte. Et pourtant, il leur parle pas au début, ou quasiment pas. Il est très énigmatique. Il répond par énigme, en fait. Oui, c'est ça. Et il le fait exprès. Oui, certainement que c'est à la fois un jeu et en même temps c'est une manière de rester maître du jeu. Donc c'est lui le maître du jeu et c'est lui qui mène le véhicule et qui a un peu pouvoir de vie et de mort finalement, et donc on ne sait jamais, et c'est d'où le suspense et l'envie qu'on a, j'espère, de tourner les pages. Tout à fait. C'est de savoir quelle est sa vraie motivation, et on ne l'apprend vraiment que très tardivement. L'extrême fin, et on n'en dira rien. Non, bien sûr, pas non. Il faut laisser le personnage. Et même à la fin, on l'apprend de manière pas parfaitement claire. Non, ça reste enveloppé. Ça reste enveloppé. Mais on finit par renouer tous les liens et on comprend très bien quand même qui est ce personnage étonnant et très prenant quoi. On a envie de le suivre lui aussi. Ce que j'avais envie de faire, je voulais quand même quelqu'un qui soit charismatique, et justement, il y a la musique qui joue un grand rôle dans son personnage, mais c'est aussi un personnage qui pourrait être un personnage de cinéma, qui a ce charisme des acteurs aussi d'Hollywood, et c'est un peu ça qui fascine les jeunes, justement. Et bien entendu, c'était important que le troisième personnage soit à la fois un élément d'équilibre et un élément de déséquilibre des deux autres. À un moment, il prend une guitare et on le fait chanter et on s'aperçoit qu'il chante merveilleusement. Oui, par exemple, mais ça c'est un élément essentiel du personnage. Oui, on va rien dire de plus, mais on découvre justement. Non, et puis c'est l'occasion de montrer justement cette Amérique-là, qui est l'Amérique qui fascine toutes les générations, et l'Amérique du bivouac. L'Amérique alors l'Amérique qui a commencé avec Kerouac et puis avec Sur la route, mais aussi qui a continué avec les hippies et avec toute cette contre-culture un petit peu dont l'idée était de refuser les normes américaines et de refuser le conformisme en général. Donc Lefty est un
à la fois un produit, mais en même temps un témoin de cette époque-là. Tout à fait. C'est un témoin fort intéressant. Et il est à la fois séduisant et surprenant. Enfin, c'est lui qui mène le jeu, quoi, comme vous l'avez dit. Oui. Alors, je voudrais lire une page là qui me paraît fort intéressante, mais qui permettra de donner un peu le ton du personnage. Oui, il y a beaucoup d'humour aussi, hein, de temps en temps. Il y a beaucoup d'humour. C'est pas un livre noir. Hein. Pas du tout. C'est un livre qui a un style. Dès le début, on est pris par le style qui est un style syncopé, un peu coupé, des phrases très très brèves. Oui, enfin, oui. Je lis le début pour l'été à New York, c'est un vrai cauchemar. Pas d'air, pas de lumière, une marmite de béton. Les bouches d'incendie explosent en gerbes d'eau et les buildings eux-mêmes transpirent. Chaque été, sous cette chaleur écrasante, je travaille dans un garage de Brooklyn. Excite les vacances. Pourtant, des fois, quand je répare toutes ces voitures qui ressemblent à des morceaux de paradis, il me prend l'envie de tourner la clé de contact et de filer droit vers une destination inconnue. Tout est dit dans ce début qui sert à lancer. Et en même temps, il y a ce style de Bob qui est un style incisif, un style de marche. Oui, pour lui, il n'est pas forcément, c'est pas quelqu'un de très cultivé, mais c'est quelqu'un qui a, par exemple, acquis une culture personnelle à travers le cinéma. Et pour lui, le cinéma, d'ailleurs, j'aime bien cette citation. Il dit le cinéma, c'est comme la vie, mais en moins chiant. Et donc tout est résumé dans cette phrase un petit peu. Alors il y a de très belles scènes ensuite dans une maison, mais bon, on peut pas lire ça. Alors peut-être pour évoquer ce thème du mensonge et de la réalité, je voudrais lire une page. Je ne dis pas où elle se trouve, je la lis simplement. Hein. C'est une réflexion que fait Kate. C'est le milieu de l'été, il fait beau et chaud, et nous filons vers l'ouest, la tête pleine de musique. Nous jouons à aimer ce que nous sommes, nous jouons à nous aimer et à mourir aussi parfois. C'est que dans le monde des rêves, voyez-vous, on ne s'étonne ni du temps qui passe, ni des mystères qui brillent en pleine lumière. Ah oui, c'est le thème central là, quand même du livre, de manière générale, c'est le rêve américain. Le rêve. Est-ce qu'on peut rejoindre ces rêves? Est-ce qu'on y parvient? Ou est-ce que justement les rêves restent des rêves? Donc c'est toute l'interrogation des personnages qui se fait au fil du roman en fait. Et c'est vraiment l'idée de la réalité en fait échappe et la réalité elle est comme vous le dites à un autre endroit et c'est quelque chose de très profond. Elle est dans le passé, c'est dans les souvenirs que la vie existe. Oui, parce que en fait, j'ai voulu montrer un petit peu de manière personnelle ce que j'avais ressenti au contact de l'Amérique au fil du temps. Et d'ailleurs, ces sensations ont évolué même entre les voyages. Et ce qui est remarquable et ce qu'on ne dit pas toujours parce qu'on a des clichés un peu en tête des États-Unis, c'est précisément cette différence entre la réalité et le rêve, et le fait qu'on est toujours un petit peu comme le Grand Canyon en quelque sorte, un peu au bord du gouffre à chaque fois. Et c'est ça que je voulais montrer, c'est que les États-Unis, c'est être toujours au bord du gouffre, mais en même temps essayer de se dépasser et essayer de s'interroger sur soi-même. Et le pays est tellement vaste, les contrées tellement arides, tellement vides, surtout dans l'Ouest, qu'il y a cet espace qui se crée naturellement et qui fait qu'on est amené à se poser des questions sur soi-même. Et donc c'était normal un peu que les personnages soient dans cette situation-là aussi. Alors vous dites à un autre moment une phrase étonnante, le passé est gigantesque et son pouvoir illimité. Vous venez d'évoquer l'immensité du pays. On a l'impression que le passé de ce pays est peut-être encore plus énorme. Oui, c'est très étonnant, mais c'est effectivement quelque chose que j'ai beaucoup ressenti aux États-Unis. Autant l'existence fantomatique des Indiens, justement, qui ont été éradiqués, malheureusement, qui fait partie de la tâche américaine, la tâche de départ, et qui est pas assumée d'ailleurs de la part des Américains, mais c'est aussi cette espèce de mythologie qui tient peut-être à l'ère Kennedy aux années 60, à la conquête de la Lune, qui a forgé le mythe américain, même pour nous Européens, et qui en fait n'existe plus que dans le rêve, mais qu'on retrouve par petites bribes quelquefois quand on se promène dans le pays, et qui font qu'on a l'impression d'être quelquefois pas tout à fait dans un pays réel, mais dans un pays un petit peu imaginaire. Un pays imaginaire. Ouais. Et c'est peut-être
enfin, ce que je vous dis, c'est ce que j'entends pas très souvent dans les informations sur les États-Unis. Non, c'est pas ça du tout qui passe. Moi, c'est ça, il faut un livre pour ça. Oui, justement, voilà, c'était il fallait ce livre. Peut-être, oui, voilà. Je pense. Et en tout cas, c'est un livre qui a été réfléchi longuement, en fait, qui n'est pas venu tout de suite, mais j'ai pris des notes de voyage, et c'est toutes ces notes de voyage accumulées qui ont constitué un petit peu la trame de l'histoire, même si les personnages sont réellement imaginaires, et si beaucoup de leurs personnalités sont inspirées quand même de certains personnages de cinéma et de certains personnages de la littérature américaine, parce que j'ai voulu rendre un petit peu un hommage à toute cette Amérique-là qui était l'Amérique dont je rêvais, l'Amérique que j'ai rencontrée quelquefois, ou quelquefois perdue de vue aussi, enfin un peu des deux. Et alors, à côté de cette Amérique de rêve, il y a aussi l'Amérique un peu tristounette d'aujourd'hui, quoi, les grandes villes industrielles, les motels. Oui. On est souvent dans des motels, c'est minable. La monotonie surtout de la route, et quelque chose de minable, qui est quelque chose de très très vide de sens. Et c'est peut-être pour cela que le rêve compte tellement. Bien sûr, parce que il faut se réinventer constamment aux États-Unis. On ne peut être finalement que soi-même, parce qu'on n'a pas trop le choix d'endosser une autre réalité, puisque la réalité, elle est très malléable. Alors que en Europe, on a des références historiques, on a des frontières, on a beaucoup de frontières, des monuments, des commémorations, enfin des choses qui sont complètement. Tandis qu'en Amérique, différentes. Au fond, on a l'impression que c'est le vide de ces routes immenses où oui, voilà, on arrive nulle part, ça. où on arrive dans des lieux qu'on ne s'attendait pas du tout à trouver, qui sont tristes. Oui, il y a ce choc permanent entre la réalité et l'imaginaire qui se voit vraiment dans le voyage, quand on prend le temps et qu'on n'est pas dans un carcan peut-être de voyage organisé. Quand on prend vraiment le temps d'aller à la rencontre des Américains, on ressent ça assez profondément, et c'est une sorte d'interrogation aussi, parce que ce sont beaucoup, pour une part d'entre eux, des gens qui viennent de l'Europe, mais qui se sont retrouvés dans un milieu hostile, un milieu très violent aussi quelquefois, et qui ont eu à réinventer une autre façon de vivre. Et ils se sont trouvés devant une énigme, quoi. Et aussi devant une énigme qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de résoudre totalement, qui est un peu l'énigme de la création, parce que surtout... Parce que le livre se termine là-dessus, en fait, sur un côté énigmatique, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse, non, mais on est en train de s'interroger. Il faudra l'inventer, parce que les mystères restent dans la lumière. Voilà. Merci Laurence Fontaine pour ce beau roman Bleu Eldorado sur l'Amérique.